Bonjour à tous et merci à vous d'être si nombreux présents ce matin. Nous sommes ravis de pouvoir, d'avoir pu mettre, d'avoir pu organiser cette journée et demie consacrée à Picasso Bleu et Rose autour de l'exposition. Alors juste en quelques mots très brefs, j'ai d'abord annoncé les intervenants de ce matin. Et tout d'abord, Guillaume Kins qui va nous parler ce matin. Vous avez vu que nous avons préparé un programme qui, dans la continuité de la séance d'hier, cette deuxième séance sera consacrée à d'autres quelques dialogues entre Picasso et quelques figures qu'il a regardées. La première, une figure tutélaire et très importante pour l'artiste, celle du Gréco, sera évoquée par Guillaume Kins. On est très heureux d'accueillir notre collègue du musée du Louvre, commissaire, conservateur et chargé des collections des peintures espagnoles, portugaises et latino-américaines au musée du Louvre, et commissaire de nombreuses expositions, dont la très belle exposition Velázquez qui avait eu lieu au Grand Palais en 2015 et qui prépare actuellement un projet consacré au Gréco à l'automne 2019. On va laisser Guillaume s'exprimer sur le sujet, mais je crois que les grandes villes, la question du lieu et du temps sont très importants pour la rencontre de Picasso avec le Gréco. Barcelone, Madrid, Paris, 3 villes qui sont fondamentales pour les deux artistes. Merci Guillaume de venir nous rejoindre. Merci beaucoup Claire pour cette introduction. Et merci aux organisateurs du colloque et de l'exposition pour leur invitation, ainsi qu'à toute l'équipe de l'auditorium. Merci pour effectivement me donner l'opportunité de parler encore d'El Greco, mais d'une manière un peu originale pour moi, à laquelle je n'étais pas habitué, c'est-à-dire à travers les yeux de Picasso. Un sujet auquel je ne savais pas grand-chose. Je savais ce que nous en avions appris de l'exposition Picasso et les maîtres, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. J'en savais heureusement ce que sont venus ajouter les magnifiques expositions de Madrid et de Düsseldorf, consacrées à Picasso et les modernes, mais c'était encore largement un terrain à défricher, et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de commencer très modestement à le déchiffrer, et le défricher, pardon, lapsus révélateur. Une manière originale de voir Picasso, d'aborder Picasso, mais une manière au fond tout à fait naturelle, tant notre rapport à Gréco, notre rapport à Gréco, notre perception de Gréco, notre compréhension de Gréco est encore aujourd'hui liée à ce qu'en ont fait les modernes et les avant-gardes, à l'œil moderne que nous avons tous en nous, et d'une certaine manière à ce qu'en a vu Picasso et à ce qu'en a fait Picasso. Le peintre lui-même déclarait « Qu'est-ce qu'ils ont tous avec Velázquez ? Je préfère 1000 fois El Greco ». Alors, au-delà de la provocation habituelle chez l'artiste dans son rapport au maître, et à la vérité, il avait un grand intérêt pour Velázquez, il est vrai que Picasso avait un intérêt encore plus grand pour El Greco. Cette phrase que je viens de citer est issue d'un dialogue qu'il eut avec Roberto Otero à une date tardive, en 1966, ce qui montre bien que Gréco l'accompagna durant toute sa carrière et toute sa vie. Alors, quand certains vont parler d'influence persistante de Gréco sur Picasso, je vais préférer utiliser le terme de rémanence, plus juste, plus chic aussi, et je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi par la suite. Alors pourquoi ce choix du Gréco par Picasso? Comment cette rencontre se déroule-t-elle par-dessus le siècle? Ce sont les questions auxquelles, ensemble, nous allons tenter de répondre. La clé, comme a commencé à vous le révéler Claire, tient avant tout à une coïncidence de contexte. En effet, on découvrait Gréco, après des siècles d'oubli, au même moment où le jeune Picasso se destinait lui-même à être peintre. Et les lieux de cette découverte et de cette réévaluation critique, Madrid, Barcelone, Paris, sont les mêmes que ceux qui assistèrent à l'éclosion du premier Picasso. Comme si, d'une certaine manière, cette rencontre était destinée. Alors, les lieux de cette rencontre, tout d'abord Madrid, où Picasso suit entre 1898 et 1899, avec peu d'intérêt, il est vrai, les cours à l'Académie. Cette rencontre, elle eut d'abord lieu au Prado.
Mais Gréco était à peine sur le chemin de la redécouverte. Il faut se souvenir qu'en 1828, quand les académiciens décident d'orner les médaillons du Prado de figures d'artistes, Gréco n'en fait pas partie. Il n'est pas retenu pour les médaillons de la façade. À la fin du siècle, en revanche, un intérêt croissant et toujours croissant va se développer autour de l'artiste. Pour vous donner une idée, en 1901, parmi les peintres copistes au Prado, Gréco est le 8e peintre copié. En 1904, il passe au rang de 4e, après Velázquez, Murillo, Goya, mais avant Ribera, Titien et Raphaël. D'une certaine manière, le Parnasse espagnol était établi. Gréco, pour autant, ne découvre pas le Prado lorsqu'il arrive en 1898 à Madrid. Il le découvre une première fois avec son père en 1895, et puis après, il y passera un peu plus de temps. La photo que vous avez à l'écran date de 1912 et montre comment était présenté le Gréco dans les salles du Prado, c'est-à-dire qu'il était présenté au milieu de tous les autres peintres et dans une approche générique par genre et pour ses qualités de portraitiste. Picasso s'intéresse au maître, à Velázquez, au Gréco. Vous voyez ici ce dessin conservé au musée Picasso de Barcelone où l'on peut lire ici Gréco, Velázquez, inspireme. Donc inspirarme, donc Gréco, Velázquez, inspirez-moi. C'est une sorte d'invocation, d'appel, d'interpellation des grands maîtres pour trouver de l'inspiration. Ces premiers dessins, je vous en montre un autre ici particulièrement célèbre, ces premiers dessins marquent l'intérêt de Picasso pour El Greco, un intérêt qui se manifeste dans un premier temps évidemment pour les portraits, en raison des œuvres de Gréco auxquelles il a accès au musée du Prado, un intérêt qui ne suscite pas entièrement l'adhésion de son père, puisque, à la vue de ses premiers croquis, son père, lui-même peintre, comme vous le savez, dit à son fils « Vais por mal camino », tu prends vraiment la mauvaise voie, tu prends un mauvais chemin. Ce qui s'est passé pour comprendre comment est-ce que l'intérêt de Gréco s'est développé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, exactement dans les périodes qui nous intéressent, c'est tout d'abord, et avec du retard, la première exposition monographique consacrée à Gréco au Prado en 1902, qui est en fait l'aboutissement, enfin d'une certaine manière la première manifestation d'un mouvement plus ancien, qui est un grand mouvement littéraire et artistique de redécouverte et de revalorisation critique de la figure du Gréco, qui aboutira au Prado, enfin en 1920, à lui consacrer une première salle. Cette passion va saisir l'Espagne intellectuelle et va s'incarner, c'est ce qui est intéressant pour nous, de manière différente en Castille et en Catalogne. En Castille, la passion pour Gréco va se fédérer autour de la fameuse génération de 98, cette génération d'intellectuels qui va prendre conscience que l'Espagne d'aujourd'hui n'est plus la grande Espagne d'hier, et ce qui va la plonger dans une crise identitaire extrêmement forte. Ce groupe de la génération de 98 est formé notamment d'Azorín, de Ramiro Maeztu, de Valle Inclán et de Pío Barejo. Pío Barejo, qui est important... je vous montre encore d'autres dessins de Picasso qui ont donc suscité les critiques de son père, avec le fameux Yo El Greco, qui, vous voyez, précède le Yo Picasso, comme si, pour devenir Picasso, Picasso avait eu besoin de passer par ce rapport à Gréco, et on va voir que c'est un artiste avec lequel la thématique de l'auto-identification va se répéter plus tard. Donc je disais donc la génération de 98 qui va véritablement se saisir de Gréco et de sa figure pour en faire une incarnation de l'âme espagnole, pour retrouver cette identité nationale perdue ou malmenée, pour retrouver l'essence fondamentale qui cimente la nation espagnole. Et parmi les grands intellectuels de ce groupe, Pío Barejo va être un de ceux qui va le plus être déterminant dans la promotion de Gréco, puisqu'il va consacrer les premières lignes d'un texte célèbre
à ce tableau anonyme qui, jusque son texte date de juin 1900. Jusqu'en juin 1900, ce tableau s'appelait « Portrait d'un inconnu » par Domenico Teotekopoulos, dit El Greco, et c'est lui, c'est Barreiro, qui va le baptiser El Caballero de la Mano en el Pecho, le chevalier, le seigneur de la main sur la poitrine, et va ainsi convertir ce tableau, qui, une fois encore, n'était qu'un portrait d'inconnu parmi d'autres portraits d'inconnus d'El Greco perdus au musée du Prado, en une véritable icône, non seulement de l'Espagne, mais de l'art. Des artistes s'engagent dans le sillon de cette génération de 98. C'est le cas de peintres, de Martín Rico, de Raimundo de Madrazo, de Zuluaga, bien sûr. Et ici, je vous montre cette très célèbre composition de Zuluaga, qui vient d'être déposée à la Bibliothèque nationale d'Espagne, où vous avez toute une série de ces intellectuels qui sont représentés ici, Ortega y Gasset parmi d'autres. Mais la chose qui nous intéresse le plus, c'est la toile de fond, c'est le fond de ce tableau, avec toutes ces figures qui, évidemment, citent l'art d'El Greco. Donc El Greco devient véritablement une figure tutélaire de l'Espagne de la jeunesse de Picasso, ce qui explique évidemment qu'il ait fait partie d'une certaine manière de son environnement, de ses références immédiates dès les débuts. En plus de Zuluaga, on peut évidemment citer Fortuny, qui avait plusieurs versions ou copies de tableaux d'El Greco, et un peu plus tard Sorolla. Mais ce qui est intéressant, c'est que la passion pour El Greco qui se développe en Castille, que va donc connaître Picasso lorsqu'il y fait des séjours, notamment en 98-99, cette passion saisit aussi la Catalogne, prend aussi pied à Barcelone, mais dans une manière qui va être différente, qui est différente dans ses motivations. À Barcelone, en Catalogne, Greco ne devient pas le symbole d'une identité nationale, ne devient pas l'incarnation ou le drapeau de cette essence espagnole menacée, perdue ou inquiétée. Greco, au contraire, on s'intéresse à Greco en ce qu'il incarne un certain cosmopolitisme moderne, international, en lien avec les aspirations du modernisme catalan. Donc, d'une certaine manière, quand Greco, en 99, va retourner à Barcelone, il va retrouver quand Picasso, décidément, va retourner à Barcelone en 99, il va retrouver un autre Greco, une autre passion pour Greco, et ce que l'on va voir, c'est que ça va se répéter à Paris, et que tous ces Grecos se cumulent, s'additionnent dans l'esprit fécond de Picasso. Là encore, à Barcelone, les acteurs de cette promotion, de cette redécouverte du Greco sont des artistes, au premier rang desquels Rusiñol, bien sûr. Donc vous avez ici un portrait par Ramon Pichot, un autre artiste très dédié au Greco. Rusiñol est un grand promoteur du Greco. Le choc de Rusiñol va être sa découverte au musée Balaguer, à Vilanova y la Geltrú, au sud de Barcelone, d'une annonciation de Greco déposée par le Prado. C'est une visite qu'il fait avec deux amis peintres, Eliseu Mayfren et Ramon Casas, et qui vont véritablement sur eux faire l'effet d'un choc. Rusiñol va lui-même faire une copie du cavalier, c'est l'original que je vous montre, du Caballero de la Mano en el Pecho, et vous voyez que le dessin que lui consacre Ramon Pichot reprend ce geste qui devient signifiant, manifeste, iconique du Caballero. Rusiñol donc, va en faire une copie. Il va lui-même s'en inspirer dans son œuvre, et je pense que ce tableau du Museo Caufera en parle de lui-même. Mais il va aller plus loin que cela. Il va inclure Greco au programme des fêtes modernistes, et il va même promouvoir et initier l'érection d'un monument consacré à El Greco à Sitges, donc au sud de Barcelone. Rusiñol possède lui-même 3 Greco que symptomatiquement il n'acquit pas en Espagne, mais
à Paris en 1893, et vous voyez donc que cette géographie se met en place, Madrid, Barcelone, Paris, sans préséance de l'un sur l'autre, mais qui fonctionne vraiment comme un billard à 3 bandes. Alors les autres artistes catalans qui vont se saisir de la figure d'El Greco sont Ramon Pichot, je viens de vous le montrer, sont Isidro Nonel, on en a parlé hier, Miguel Utrillo également, qui a lui une véritable passion dévorante pour El Greco, qui ira jusqu'à l'encourager à publier un livre en 1905 consacré à l'artiste, un livre richement illustré qui là encore aura, nous le verrons, une grande influence sur Picasso. Alors, je ne voudrais pas par là exagérer les interactions entre le milieu de Rusignol et Picasso. L'interaction, la référence fut brève, mais le contact fut néanmoins existant avec le groupe des 4 Gats en 1899. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, pour Picasso, Greco, c'est toujours le portrait. Et vous avez au centre ici... Est-ce que voilà, la flèche fonctionne? Au centre ici, un portrait de Rusignol par Greco avec ce geste manifeste de la main sur la poitrine, donc référence au désormais fameux Caballero du musée du Prado. Donc à ce moment-là, pour Picasso, qu'est-ce que c'est Greco? Greco, c'est les portraits, c'est des images iconiques, et ça ne va pas forcément beaucoup plus loin. Images, icônes, avec tout un jeu autoréférentiel. Greco, comme figure de l'artiste par excellence, Greco va souvent mobiliser les artistes dans des rapports d'identification. Ce sera la même chose avec Barès quand il publiera son fameux ouvrage sur Greco au début du XXe siècle. Alors, à côté de cette figure tutélaire du Caballero de la Mano en el Pecho, une autre figure de Greco va apparaître dans l'univers de Picasso. Plus que comme une icône, celle-ci apparaîtra comme un fantôme qui plane, qui hante et qui hantera Picasso toute sa vie. Je veux évidemment parler du fameux enterrement du comte d'Orgaz, un tableau peint par Greco entre 1586 et 1588 et toujours conservé dans son église de destination à Santo Tomé à Tolède. On sait que Picasso fait un voyage à Tolède en 1901. On sait également que toute sa vie, il conservera une carte postale de ce tableau, carte postale qui est toujours conservée dans les archives du Musée national Picasso à Paris. On sait aussi que cette année 1901 est loin d'être neutre pour Picasso. C'est un contexte très particulier, un contexte particulièrement dramatique. C'est le contexte de la mort de Casaméjas. Et en effet, les deux œuvres... Pardon, ça ne marche plus. Ah si. Mais alors, attendez, parce que je les avais mis ensemble. Est-ce qu'on peut revenir à la précédente, s'il vous plaît? Ma commande ne... Bon, alors... Non. Bon, c'est pas grave, j'ai dû les mettre après. Donc, effectivement, les deux œuvres ont été souvent comparées, souvent mises en parallèle. Pourquoi? Parce que vous voyez que toutes deux sont organisées avec deux plans, avec cette figure de l'âme qui monte ici, que vous voyez ici. Attendez, elle est là, portée par l'ange dans le tableau de Greco. Vous avez ce phénomène de cour céleste ou d'assemblée céleste dans les deux tableaux. Vous avez ces ciels tourmentés, tellement caractéristiques de l'art de Greco, qui se trouve ici très clairement repris par Picasso. Toutefois, on pourra observer qu'il n'y a pas beaucoup de bleu dans l'enterrement du comte d'Orgaz, alors même que ce serait celui qui initie chez Picasso cette période bleue. Mais j'aimerais proposer ici un autre parallèle qui me semble pas moins légitime avec l'enterrement ou l'évocation, comme Picasso l'appelle, de Casagemas. C'est l'allégorie de la Sainte Ligue, un tableau conservé à l'Escorial, dont un modèle préparatoire est à Londres, qui, là encore, présente un nombre de similitudes avec l'enterrement de Casagemas et a pu être évidemment connu par Picasso. Vous retrouvez cette même composition
une composition en deux plans, un plan terrestre, si je puis dire, et un plan céleste. Vous retrouvez ces personnages groupés autour d'une tache blanche ici, qui, peu ou prou, se retrouve de l'autre côté. Vous retrouvez surtout, et c'est ce qui m'a convaincu, la présence de cette bouche, ici, bouche infernale de ce monstre, avec le caveau, ou cet édifice en tout cas, à droite dans l'enterrement de Casagemas, et évidemment les ciels tourmentés de Gréco, mais toujours pas plus de bleu, d'une certaine manière. Le bleu, pourtant, s'invite dans la palette du peintre et fait écho, y compris de manière chromatique, à l'univers du Gréco. Je vous montre rapidement quelques images pour montrer la prédominance de ces teintes, parce qu'il y en a plus qu'une, de ces teintes bleues, de ces bleus dans la palette du Gréco, surtout dans la palette du Gréco après 1605. Ces rapports entre l'art de Picasso et de Gréco ont très souvent été évoqués, évidemment, pour ces moments-là, et ont fait l'objet de nombreux parallèles, dont je vous montre certains des plus connus ici. Pardon, les légendes ont été interverties, je vous prie de m'excuser. C'est dire si la confusion règne dans mon esprit entre Gréco et Picasso, mais peut-être qu'elle révèle quelque chose au fond. Donc vous aurez reconnu à gauche les deux sœurs de l'Ermitage, et à droite l'habitation de Gréco de la Dumbarton Oaks Research Library. Donc voilà, deux œuvres qui se ressemblent évidemment, mais pas que dans les tonalités bleues, également dans les compositions. Et de la même manière que pour le repas frugal ici, et indépendamment de toute palette, il y a une très grande proximité, de très grandes affinités entre les gestuels, l'intérêt de la gestuelle chez Gréco et l'intérêt que développe Picasso dans sa gestuelle, entre ce couple, donc de la série des saltimbanques. Vous voyez, c'est la manière dont sont posées ses mains, dont les affectations maniéristes de ses poignets cassés dialoguent avec le Saint-Pierre et Saint-Paul de Gréco, un tableau dont il existe 3 ou 4 variantes autographes, où à chaque fois Gréco change justement la position des mains et l'articulation des deux figures. C'est ainsi que j'ai l'impression que l'on va pouvoir trouver une nouveauté dans le rapport entre Gréco et Picasso, ou entre Picasso et Gréco. Le rapport à Gréco de Picasso n'est plus seulement iconographique ou iconique, mais devient véritablement plastique, devient véritablement un rapport de peintre à peintre, et pas simplement de peintre à image, de peintre à tradition, ouvrant chez l'artiste une dualité sur laquelle nous reviendrons dans un instant. C'est à Paris que suicide Casagemas, c'est à Paris que Picasso peint sa fameuse évocation. Or, comme je vous l'annonçais, à Paris, comme à Madrid, comme à Barcelone, Gréco est omniprésent. Au XIXe siècle, sa diffusion avait été un peu retardée par rapport aux autres grands maîtres du siècle d'or espagnol, parce que ses œuvres n'étaient simplement pas très bien identifiées. Il fallait aller à Tolède, il fallait aller à l'Escorial pour les voir. Mais dès 1938, quand Louis-Philippe organise son musée espagnol au musée du Louvre, il présente pas moins de 9 tableaux de Gréco. Je vous en montre un ici, le seul qui ait retrouvé le chemin du Louvre par la suite, puisque vous savez que la collection de Louis-Philippe est vendue et dispersée à Londres en 1853. Ce qui est intéressant dans la réception critique de Gréco en France au XIXe siècle, c'est qu'il est immédiatement marié avec une certaine idée de la modernité. Champfleury et Gautier font immédiatement un lien entre Gréco et Delacroix, par exemple. Pour Montesquieu, esthète et critique que vous connaissez, grand promoteur des Gréco, pour Montesquieu, Gréco est un Delacroix anticipé. Pour Gautier, dans le Christ aux anges de Manet, il y voit une influence de Gréco, ce avec quoi Baudelaire n'est pas du tout d'accord, de même que dans le portrait d'Astruc de Manet, Astruc qui
Conseil Manet lors de son voyage en Espagne, on peut également noter des éléments issus de l'univers de Gréco. Ainsi, Gréco est immédiatement interprété à travers le prisme de la modernité et devient une référence universelle. Proust en parle à au moins 3 reprises dans la recherche. Je vous avouerai que je ne l'ai pas relu cette nuit pour recompter. Degas possède de Gréco, Bonnat possède de Gréco, et c'est dans ces mêmes années que les musées font leurs premières acquisitions. Le premier Gréco de France est acquis par le musée de Picardie à Amiens, et quand je dis il est acquis, en fait il est donné. C'est le legs Lavalard qui le fait entrer. Donc vous voyez que les collectionneurs ont eu le nez creux bien avant les institutions pour comprendre El Greco, mais ce n'est pas forcément une surprise. Voici le premier soi-disant Gréco qui arrive au Louvre, offert par Théodore Duret, autre figure de la critique au Louvre en 1893. Malheureusement, ce n'est qu'une copie d'après Gréco. Et voici celui qui arrive ensuite, le Saint-Louis et le Page, qui est acheté en 1903, cette fois-ci acheté par le Louvre. Et enfin, en 1908, l'année où Cossio publie sa grande monographie sur El Greco, qui va véritablement lui donner un retentissement mondial à l'artiste, l'année aussi où la Vue de Tolède, alors dans la collection, alors en possession de Durand-Ruel, participe au Salon d'automne, j'y reviendrai, le Louvre acquiert ce grand Christ en croix qui appartenait à la ville de Tarbes. Alors, ce qui est intéressant dans le nouveau rapport que Picasso va pouvoir développer à Gréco en France, un rapport beaucoup plus plastique, c'est que ce rapport passe par le prisme d'un autre artiste, un artiste qui est alors le plus associé par la critique en France à la figure de Gréco, c'est évidemment Cézanne. Cézanne n'a pourtant jamais fait le voyage en Espagne. Vollard pourtant témoigne l'admiration de Cézanne pour Gréco, et d'une certaine manière, Gréco, Picasso et Cézanne ont Vollard en commun. Sur ce fameux tableau de Cézanne, d'après le tableau anciennement cru de Gréco, qui faisait partie de la collection Louis-Philippe au Louvre, La Dame à l'Hermide, donc aujourd'hui un tableau anonyme. Donc vous savez que Cézanne en fait cette magnifique copie en collection particulière, et Vollard de dire qu'on dirait la sœur de Cézanne qui aurait un petit quelque chose de Gréco. Charles Maurice lui-même fait le lien entre Gréco et Cézanne. Gasquet compare les baigneurs de Cézanne, devant Cézanne, dans une discussion avec Cézanne, compare les baigneurs de Cézanne au tableau, au grand nu allongé de Gréco, et évidemment, on est vraiment à un niveau de citation extrêmement clair. Picasso lui-même, par la suite, dira qu'il faut chercher les références espagnoles de Cézanne, et parmi ces références espagnoles, surtout celle de Gréco, c'est dans un dialogue avec Romuald de Souchère. Alors, qu'est-ce qui intéresse, ou plutôt qu'est-ce que Picasso découvre de Gréco chez Cézanne? Que dit Cézanne de Gréco à Picasso? On a vu grandir dans le maître espagnol, dans Picasso, cet intérêt plastique. Or, Cézanne comme Gréco vont donner à Picasso l'exemple de cette construction par la couleur. C'est sans doute cela qui va intéresser Picasso, et c'est l'une des bases de la naissance du cubisme. Symptomatiquement, et on l'a déjà vu, les soutiens de Gréco sont moins les historiens de l'art ancien que les marchands, les critiques et les artistes eux-mêmes de l'art moderne et de l'art contemporain. Je vous ai parlé de Théodore Duret, qui croit offrir son premier Gréco au Louvre, grand défenseur des impressionnistes. Je vous ai parlé de Vollard, évidemment, le marchand de Cézanne. J'ai rapidement évoqué Durand-Ruel, qui a entre ses mains non seulement cette magnifique vue de Toledo, qui participe, j'insiste lourdement là-dessus, au Salon d'automne de 1908. Donc Gréco est exposé au Salon d'automne de 1908. Et Durand-Ruel possède, entre autres, une version de l'Expolio de Gréco toujours. Kahnweiler s'intéresse énormément au Gréco, et, pardon pour la prononciation,
et on avance un peu dans le temps, Vicens Kramer, ce collectionneur tchèque, va lui à la fois avoir la magnifique femme assise dans un fauteuil de Picasso, donc on est un peu plus tard, 1910, mais va également collectionner Gréco. Je vous montre ici le Christ en prière. Tous les deux tableaux se trouvent aujourd'hui au musée de Prague. On pourrait continuer encore un peu plus, tant Gréco est présent dans la collection Barnes, qui s'intéresse quand même pour le moins à l'art impressionniste et moderne, et à la collection Phillips avec le magnifique Saint-Pierre pénitent, et on va vous parler de la collection Phillips, je crois, un peu plus tard dans la journée. Donc ce qui est extrêmement intéressant, en dehors de cette concordance de contexte, de lieu de découverte, de temporalité de découverte, c'est que ce sont aussi les mêmes réseaux, les mêmes personnes qui vont se passionner pour l'art moderne et les avant-gardes et pour la figure de Gréco. Donc vous voyez que Picasso est véritablement cerné. En 1905, je vous l'annonçais, Miguel Utrillo publie un livre richement illustré sur El Greco, qui est véritablement une obsession pour lui et qui permet auprès de Picasso à la fois de maintenir vive la présence de Gréco, mais aussi de lui redonner un regain je ne vais pas dire d'intérêt, mais une sorte de rafraîchissement avec des nouvelles formules, des nouvelles iconographies dont Picasso va rapidement s'inspirer. Nous arrivons ainsi à la fin de la période chronologique proposée par l'exposition ici au musée d'Orsay, et il importe évidemment de parler des Demoiselles d'Avignon, un tableau qui est très souvent mis en rapport avec l'œuvre de Gréco, et notamment avec sa fameuse vision de Saint-Jean, qui est conservée au Metropolitan Museum, alors que les Demoiselles d'Avignon sont au MoMA, donc c'est drôle de les voir aujourd'hui dans la même ville. Mais une chose importante qui n'est pas forcément très, très connue, c'est que lorsque Picasso peint les Demoiselles d'Avignon, ce tableau est encore connu sous le titre de l'amour sacré et de l'amour profane, ce qui a évidemment un retentissement différent lorsque l'on connaît le sujet lié à la prostitution, euphémisme, des demoiselles d'Avignon. Donc, d'une certaine manière, ici, ou plutôt là, naîtrait le cubisme, mais au fond, ne naissait-il pas déjà, d'une certaine manière, chez Gréco? La modernité n'est-elle pas, au fond, la dernière manière du Gréco? Gréco qui, en bon vénitien, construit par la couleur, qui en fidèle peintre d'icônes refuse la perspective, et voilà encore quelque chose qui résonne avec les origines du cubisme. Et Picasso lui-même, dans une discussion à laquelle je faisais déjà allusion avec Romuald de Souchère, dit de Gréco, je cite, « un peintre vénitien mais cubiste dans la construction ». C'est évidemment un jugement tardif, on n'est pas au début du siècle, mais c'est néanmoins Picasso qui parle. Et de même que dans ses théorisations du cubisme, André Lotte fait un lien entre le byzantinisme de Gréco et le cubisme. Et pour montrer que tout est entremêlé, il y a un article très intéressant de Bablon en 1937 qui insiste justement sur le byzantinisme persistant dans l'art du Gréco. Et je me demande d'une certaine manière, dans les années 30, c'est le moment où la France s'éveille peut-être enfin institutionnellement à Picasso, si cet intérêt pour le byzantinisme dans l'art du Gréco chez Bablon n'est pas au fond réveillé par le cubisme et par la compréhension plus large désormais du cubisme. Donc vous voyez que les choses circulent vraiment de manière concomitante. Et c'est l'une des choses qui est très intéressante, et j'y reviendrai, c'est que Gréco, au fond, fait partie des peintres modernes plus que des peintres anciens. Et c'est fondamentalement Picasso qui fait de Gréco une sorte de cubiste de la Renaissance. Et j'en terminerai par là. Au-delà du cubisme, Picasso va faire de Gréco une référence majeure du XXe siècle. Je vous montre ici le portrait de Paul Alexandre, célèbre par Modigliani, ami de Picasso. Je vous montre ici le portrait d'Iturino par Derain, Iturino, avec lequel Picasso expose en 1901 chez Vollard. Je vous montre le portrait de Janine de Nicolas de Staël. Nicolas de Staël va en Espagne en 1935, découvre
la peinture de Gréco, évidemment, en 1935, mais d'une certaine manière, dans ce tableau, il y a autant de Gréco que de Picasso. Il y a Gréco à travers les yeux de Picasso, et presque Picasso à travers la manière qu'on redécouvre à travers la manière de Gréco. Il y a un effet cumulatif qui donne le vertige, et presque la création d'une identité Picasso-Gréco. Ainsi, toute sa vie, Gréco va être pour Picasso une référence, une rémanence, sans doute plus qu'une influence. Car Picasso va garder dans l'œil Gréco, il va le garder dans sa ligne de mire, il va, d'une certaine manière, cumuler lui aussi deux figures de Gréco, et ce sera ma conclusion, à la fois le Gréco peintre, qui se manifeste pour la première fois de manière plastique à son arrivée en France, cette fameuse période bleue autour de l'enterrement de Casagemas, et avec la stylisation, avec l'expressivité des contours, avec l'immatérialité des corps, avec cet intérêt pour la gestuelle dont j'ai parlé. Et ce rapport de Picasso à Gréco peintre va être un rapport d'un artiste à un artiste, dans un même espace-temps. Gréco, pour Picasso, est un contemporain. Et puis il y a l'autre Gréco, le maître, l'icône, le Gréco du Caballero, plus que du comte d'Orgaz, avec lequel Picasso va régler ses comptes avec la tradition, avec la postérité. Donc je vous montre ici, vous voyez, l'enterrement du comte d'Orgaz, on est tard dans la carrière de Picasso, mais c'est un thème qui l'obsède. Et là, on retrouve le rapport au Gréco-peintre d'image, enfin au Gréco, au maître, à celui qui fait des icônes. Mais peut-être, au fond, est-ce le Gréco qui va donner à Picasso la solution pour échapper à cette dispersion universelle dont parlait Philippe Dagen hier, fournissant à la fois les motifs iconiques et les armes plastiques. Le Gréco, on va le voir chez Picasso, est un recours de crise. Il est toujours empreint de mélancolie, toujours lié avec des moments de doute, des drames personnels, d'inquiétude. Cette inquiétude dut-elle prendre la forme irrévérencieuse, satirique et colorée de ces derniers tableaux, mais nous n'en sommes pas dupes. Je ne sais pas s'il y a une période bleue, mais chez Picasso Gréco, c'est toujours une note bleue, peut-être une période blues. Je vous remercie.